Salut l'équipe, comment ça va? De mon côté, ça me fait bien plaisir de vous retrouver encore une fois en cette fin de semaine. Et cette fois-ci sur Instagram, on a eu une bataille acharnée avec beaucoup de revirements de situation et finalement une décision qui s'est jouée à quelques voix près. Et alors que je me faisais un plaisir de parler du rookie Jared McCain des Sixers, ce sont finalement les Cavaliers qui ont remporté ce duel sur le fil. Et vu leur début de saison aux hommes de Kenny Atkinson, je comprends bien pourquoi vous les avez choisis. D'ailleurs, si pour la semaine prochaine vous voulez Jared McCain, le fameux Yuki Kawamura ou encore un autre sujet, je vous invite à rejoindre le canal Instagram au plus vite. Toutes les semaines, généralement le dimanche, je propose de choisir le sujet, donc t'as capté, si tu veux participer, c'est là-bas que ça se passe. Mais ouais, nous aujourd'hui, on va parler des Cavs et de leur début de saison tonitruant. Alors qu'ils affichent à l'heure actuelle le meilleur bilan de toute la NBA, peut-on vraiment penser qu'à ce jour, ils ont une réelle chance d'aller au bout? Eh bien, ne bougez pas trop loin parce que c'est exactement ce que l'on va essayer de voir aujourd'hui. Allez, disons les termes, la saison 2024-2025 des Cleveland Cavaliers a démarré comme un véritable conte de fées. Et pour bien comprendre l'ampleur de ce que les joueurs sont en train de réaliser en ce moment, il est important de regarder ce qui s'est passé un petit peu avant. L'an dernier, les Cavs avaient montré de belles promesses, mais leurs limites se sont vite faites remarquer. Avec une sortie en 5 petits matchs face aux Celtics en demi-finale de conférence, les lacunes étaient flagrantes. Manque de spacing, absence d'un vrai 3&D au poste 3, ainsi que des ajustements nécessaires sur le backcourt entre Darius Garland et Donovan Mitchell. Ajoutons à cela des rumeurs qui annonçait des pseudo-tensions en coulisses et il devenait assez évident que pas mal de changements étaient désormais inévitables. Et pourtant, si l'on regarde le roster de cette saison, rien n'a bougé, ou presque. Non, par contre, a eu lieu une modification notable au niveau du coaching staff. Kenny Atkinson a pris les rênes et remplacé le très souvent critiqué JB Bickerstaff. L'idée, pour le front office, était de stabiliser le roster, mais de changer sa philosophie de jeu, en changeant le tacticien. Un pari cohérent, ok, mais qui semblait tout de même largement insuffisant pour véritablement transformer Cleveland en contender. Et pourtant, jusque-là, les faits parlent d'eux-mêmes. L'équipe, en ce moment, affiche un niveau phénoménal sur le terrain. Ouais, les Cavs ont débuté leur campagne par un gigantesque 15-0, qui leur a permis d'égaler le deuxième meilleur départ de l'histoire de la NBA. Un record pour la franchise, certes, mais aussi un départ canon qui les place aux côtés d'équipes légendaires, comme les Warriors de 2016, les Rockets de 1994 et les Washington Capitals de 1949. Que des teams ayant marqué leur époque, même si parmi elles, seuls les Rockets ont décroché le Graal quelques mois plus tard. Puisque j'aime bien, si l'on regarde leur match, c'est que globalement, les Cavs ne font pas que gagner, ils dominent. Depuis le début de la saison, ils remportent leur duel sur un écart moyen supérieur à 12 points, ce qui prouve que ouais, ils remportent leur match sans bégayer. Et puis pareil, au sein du vestiaire, j'ai l'impression qu'il y a un vrai sentiment de revanche dans l'air par rapport à l'année passée. La saison dernière, Jarrett Allen, pilier défensif de l'équipe, avait manqué l'intégralité de la série face aux Celtics à cause d'une côte fracturée. Donovan Mitchell, lui, avait loupé les 2 derniers matchs. Aujourd'hui, tous les éléments sont en place et tout le roster semble maintenant avoir le couteau entre les dents à l'idée de prouver sa valeur. La question maintenant est simple, cette dynamique est-elle juste un feu de paille ou alors le prélude d'une époque potentiellement mémorable? Ce qui est certain en tout cas, c'est qu'en ce début d'exercice, les Cavs ont pris absolument tout le monde par surprise. Et forcément, les premiers auxquels on pense pour expliquer ça, c'est le duo du backcourt Donovan Mitchell, Darius Garland. Depuis le début de cet exercice, la paire d'arrière est clairement l'une des plus excitantes de la ligue à observer. Mais en quoi ces deux joueurs ont-ils un impact si important sur les résultats des Cavaliers? Et surtout, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne si bien entre les deux? Eh bien déjà, par rapport à l'an dernier, le revival de Darius Garland est une histoire à part entière, je trouve. Après une saison 2023-2024 marquée par une fracture de la mâchoire qui l'a tenu éloigné des terrains pendant 6 semaines et lui a coûté 6 kilos, Garland est revenu plus fort que jamais. Non seulement ses stats et son efficacité sont en nette augmentation, mais surtout, il semble avoir retrouvé sa confiance, sa forme physique et son amour pour le basket. Franchement, je connais pas votre impression, mais pour moi, ça fait la diff. Parce que ouais, Garland, quand il est en forme, c'est juste l'un des meilleurs ball handlers en NBA. Son jeu en pick and roll est redoutable, il génère plus d'un point par possession dans ces situations, ce qui le place dans le domaine devant des spécialistes comme Devin Booker ou Shai Gilgeous-Alexander. Sa capacité à attaquer le panier et à punir les défenses sur ses tirs extérieurs fait de lui une menace constante, que ce soit avec ou sans le ballon. Et puis ce regain de forme transforme également son rôle en défense, où l'an passé, il avait éprouvé beaucoup de difficultés. Plus engagé, il perturbe davantage les lignes de passe et essaye d'appliquer une pression constante sur le porteur de balle adverse. Vraiment, Darius Garland, des deux côtés du terrain, par rapport à l'an passé, c'est complètement le jour et la nuit.
lui. Surtout qu'à ses côtés, il a la chance d'avoir un Donovan Mitchell, qui à 28 ans semble enfin s'affirmer en leader, et rentre vraiment dans son prime. Regardez-le jouer, non seulement il montre l'exemple à ses coéquipiers, mais en plus de ça, dans ses choix, il affiche une maturité impressionnante. Je le trouve par exemple bien plus intelligent dans sa sélection de tir, il joue propre et c'est hyper inspirant pour ses coéquipiers. Spida n'est plus juste un scoreur, il est aussi le cœur et l'âme de sa franchise, et ce rôle lui convient à merveille. Et là-dedans, ce que je trouve appréciable, c'est que ses constats se remarquent également dans son attitude et dans son discours, pas seulement sur le terrain. Alors que son association avec Garland a très souvent été critiquée, lui a toujours défendu son coéquipier, promettant qu'une fois ses soucis passés, il allait revenir plus fort. Il expliquait qu'il n'y avait pas de problème, que le duo pouvait tout à fait être complémentaire, la seule chose qui manquait, c'était du vécu commun. Et force est de constater aujourd'hui qu'il n'avait pas tort. Si j'ai l'impression que c'est Mitchell le créateur numéro 1 des Cavs cette année, Garland n'est pas pour autant mis à l'écart, lui qui peut briller en transition grâce à sa vitesse, mais aussi jouer off-ball et mettre dedans de loin avec beaucoup de régularité. Cette saison, sur leur backcourt, les Cavs bénéficient d'un véritable one-two punch, et vraiment, en début de saison, même en étant super positif, jamais je n'aurais imaginé que ça fonctionne si bien. En fait, je trouve que la clé dans leur complémentarité, c'est leur capacité à alterner au niveau des responsabilités. Garland peut gérer le tempo, quand Spida, lui, se concentre sur le scoring, mais l'inverse peut être vrai aussi. Les deux ont suffisamment de QI basket pour prendre les bonnes décisions sous pression, et ça se remarque bien souvent dans les fins de match serrés, c'est très positif. Forcément, ça a un gros impact sur la win, et ça se ressent très bien sur les résultats collectifs. Alors que jusque-là, Garland et Mitchell se contentaient de coexister sur le parquet, aujourd'hui, ils ont appris à se compléter, à se sublimer. Ce backcourt qui soulevait des interrogations jusqu'à maintenant est peu à peu en train de devenir l'un des plus performants de toute la NBA, et évidemment les Cavaliers en récoltent déjà les fruits. Sauf qu'un backcourt, aussi bon soit-il, ça ne suffit pas pour accumuler les bons résultats. Voilà pourquoi maintenant je tenais à me pencher d'un peu plus près sur la paire d'intérieurs Jarrett Allen et Evan Mobley qui elle aussi m'impressionne depuis le début de cette campagne. Eux aussi, si l'on fait le bilan, ont pas mal été critiqués sur leur prétendue incompatibilité. On disait qu'ils se marchaient sur les pieds, qu'ils ruinaient le spacing, et pourtant, sur ce début de saison, j'ai l'impression que l'entente entre les deux joueurs sur le terrain est complètement au beau fixe. Evan Mobley, 23 ans, on le connaît, il est bourré de talent et il fait partie des potentiels futurs visages de la NBA. Pour ça, il a des arguments, en combinant une défense qui est déjà élite et un jeu offensif qui se révèle de plus en plus, ouais, il mérite qu'on parle de lui. Et son attaque, je tiens à en parler justement au vu des progrès qu'il a fait dans le domaine. Lui qui jusque-là était resté très brut depuis sa draft, a largement élargi son éventail. Transition rapide, drive agressif, pick and roll inversé, il est partout, que ce soit pour initier l'attaque ou conclure en finesse. Cette saison, il touche beaucoup plus la balle, et il assume, dans ces situations, son efficacité est réelle. Et ce que je trouve hyper marquant, à côté de ça, c'est son changement d'attitude de manière générale. Sa confiance transparaît comme jamais, et même à 3 points, il commence à être dangereux, alors que c'était sa principale faiblesse. Mobley donc, même s'il a encore du travail à fournir, est tranquillement en train de passer un cap, et de devenir l'arme super polyvalente dont les Cavs rêvaient au moment de sa draft. Et même si de temps en temps encore, l'intérieur connaît des moments d'irrégularité, je ne m'en fais pas, car à ses côtés, dans la raquette, il a Jarrett Allen, Monsieur Constance. Ouais, il a une coupe afro, ok, mais ça ne suffit pas, il n'est pas un joueur flashy. Pourtant, ça ne l'empêche pas d'avoir un impact primordial dans cette raquette. En attaque, il est un rim runner parfait, avec une qualité de finition incroyable près du cercle. Voir qu'il tourne à quasi 70% de réussite sur ses tentatives, c'est assez dément. Sa panoplie n'est pas variée, certes, mais rien que par ses écrans, ses coupes et ses placements au dunker spot, il est un pilier essentiel dans la mise en place de l'attaque demi-terrain des Cavaliers. Le gros double-double qu'il affiche en moyenne cette saison laisse largement penser que les soucis de blessure qu'il a connus l'an dernier en play-off sont désormais bien derrière lui. À côté de ça, en défense, il reste toujours un élément majeur grâce à sa longueur, sa mobilité et sa capacité à protéger le cercle. Bref, les deux intérieurs, individuellement, font un début de saison au top. Mais pourquoi leur association fonctionne mieux qu'avant? Eh bien la réponse tient en un seul mot, adaptation. Mobley est plus souvent sur le périmètre, ce qui libère de l'espace pour Allen dans la peinture. Et Allen, bien que cantonné à un rôle plus traditionnel, reste, comme on l'a dit, un modèle d'efficacité. Cette répartition des rôles crée un équilibre parfait entre les deux intérieurs. L'un brille par sa polyvalence, l'autre par sa rigueur et sa régularité. Défensivement, les deux joueurs ont toujours su se compléter et coexister, mais voir que cette saison c'est également le cas en attaque, ça change tout pour cette équipe. Ce mix de talent et de discipline, c'est vraiment la clé jusque-là pour cette raquette des Cavaliers. Du coup, c'est ce qu'on a dit, on a deux arrières qui se complètent, deux intérieurs qui se complètent, et tous individuellement sont hyper talentueux. Normal, a priori que sur le terrain ça donne de bonnes choses. Et les résultats sont présents, alors que ces dernières années les Cavaliers pataugeaient un petit peu en attaque, cette saison tout semble méga fluide. Les joueurs donnent l'impression que tout est simple pour eux, ils se trouvent les yeux fermés
confirmé. Quand on voit que 6 joueurs dans la team tournent à plus de 10 points par match et que 4 d'entre eux dépassent les 40% de réussite à longue distance, on comprend mieux pourquoi les Cavaliers présentent le meilleur offensive rating en NBA à ce jour. Ce qui rend cette attaque si spéciale, c'est la polyvalence et l'interchangeabilité des joueurs. On l'a dit plus tôt, Mitchell et Garland peuvent alterner entre le rôle de créateur et de scoreur, tandis que Allen et Mobley se complètent beaucoup mieux qu'avant. Et au milieu de tout ça, pour moi, la vraie progression par rapport à l'an passé se trouve dans la façon dont le ballon circule. Alors qu'avant l'arrivée d'Atkinson, l'équipe privilégiait une attaque sur demi-terrain statique et des pick and roll isolés, les joueurs aujourd'hui sont bien plus en mouvement. Les coupes vers le panier sont bien souvent bien senties et désorganisent parfaitement les défenses adverses. Les porteurs de balles, eux, Garland et Mitchell notamment, maîtrisent les systèmes sur le bout des doigts, et en plus ils savent improviser, ce qui fait qu'ils réalisent très régulièrement des passes dans le timing parfait pour leurs intérieurs. La partition offensive avec tous ces éléments est donc jouée sur une fluidité que je trouve remarquable. C'est ainsi qu'en shootant à plus de 53% au global et plus de 41% à 3 points, les Cavs flirtent avec des sommets historiques. Pourtant j'ai du mal à croire qu'une telle adresse puisse durer sur l'intégralité de la saison. Certains joueurs comme Isaac Okoro ou Caris LeVert affichent des progressions spectaculaires, mais je ne suis pas hyper optimiste sur leur capacité à conserver sur la durée leur rendement actuel. Ceci dit, ce que je veux retenir, c'est que même si les pourcentages baissent au fur et à mesure de la saison, les Cavs aujourd'hui affichent des bases suffisamment solides pour continuer à faire partie des toutes meilleures attaques de la ligue, sur le long terme. Après, si je suis un peu tatillon, je me dis que s'il y a encore un petit point à améliorer, il concerne la gestion du ballon. Bien sûr, mathématiquement, c'est logique qu'une équipe qui joue vite et qui joue beaucoup de possessions à chaque match commette plus de turnovers. Ceci dit, attention, il arrive que les Cavaliers offrent 25 ou 30 points par match à leurs adversaires sur leurs balles perdues. Si jusque-là en saison ça passe, en play-off attention, ça pourrait être fatal ce genre d'erreur. Par contre, si l'équipe continue de travailler et règle ce souci, elle pourrait très vite devenir indéfendable, et encore plus si les pourcentage reste aussi élevé qu'actuellement. Alors avec tout ça, le top du top serait que cette équipe performe aussi bien de l'autre côté du terrain. Et même si malheureusement ce n'est pas tout à fait le cas, les Cavaliers présentent tout de même de très bons arguments défensifs. Au niveau du defensive rating, l'équipe se classe 9ème en NBA. C'est propre, mais elle nous a quand même habitués à mieux, souvent à finir dans le top 5 même de la ligue ces dernières saisons dans le domaine. Du coup, si l'on analyse cette défense, évidemment, Jarrett Allen et Evan Mobley en restent les deux pierres angulaires. À eux deux, ils assurent une protection de cercle digne de l'élite. Mobley continue d'impressionner par sa mobilité ainsi que sa capacité à switcher et à contester les tirs, tandis qu'Allen est toujours une machine à contrer rebond défensif. Protéger le cercle et la peinture est une priorité absolue dans la NBA d'aujourd'hui, et dans le domaine, les Cavaliers s'en sortent super bien. Là où le bas baisse un peu plus, c'est au niveau de la défense au périmètre. Face à Cleveland, les adversaires shootent en moyenne à 39% à longue distance, ce qui fait de l'équipe l'une des deux pires de la ligue dans ce secteur. C'est là qu'Atkinson, je pense, devra trouver des ajustements défensifs cohérents assez vite, au moins d'ici les playoffs. La protection de la peinture est tellement une priorité que bien souvent on voit des joueurs quitter leur position pour venir en aide sur une pénétration, laissant alors des joueurs complètement libres dans les corners. Des équipes comme les Celtics par exemple ont parfaitement su exploiter cette faiblesse. C'est bien de super bien protéger le cercle, mais pour le faire t'as peut-être pas besoin d'avoir 5 joueurs dans la raquette. Il sera essentiel, je pense, de gérer ça d'ici le mois d'avril. Sans ça, des tacticiens élites qui sauront s'adapter pourraient faire en sorte que les Cavaliers se fassent ouvrir en post-season. Ceci dit, pour que cette progression ait lieu à Cleveland, j'ai plutôt confiance en Kenny Atkinson. Le coach est arrivé à Cleveland avec une mission claire, maximiser le potentiel d'une équipe prometteuse qui, malgré son talent, manquait parfois de mordant dans les moments critiques. Pour le moment, les résultats de sa team laissent penser que ses objectifs, en tout cas jusque-là, sont plus qu'atteints en plus de ça. Son passage comme assistant chez les Warriors l'a exposé à une véritable culture de la gagne, et lui-même a avoué que ça l'avait transformé. Avoir été viré des Nets comme ça a eu lieu en 2020 a représenté un véritable tournant dans sa carrière, lui qui s'est ensuite tourné vers le job d'assistant dans plusieurs franchises. Depuis, il a tiré des enseignements, et surtout, il a appris à mieux observer et à mieux écouter son groupe. C'est ce qu'il raconte. Résultat, une connexion authentique avec ses joueurs où chacun se sent impliqué. Donovan Mitchell résume parfaitement la situation quand il explique qu'Atkinson donne à chacun la liberté de s'exprimer, mais toujours dans un cadre bien défini. Cela crée un vestiaire soudé qui n'hésite pas à célébrer ses succès sans jamais oublier, malgré les victoires qui s'enchaînent, que pour aller au bout, il y a toujours du travail à fournir. Et cette façon de responsabiliser tous les éléments de son groupe s'observe de façon flagrante quand on regarde comment le tacticien élabore ses rotations. Dans le roster, 10 joueurs jouent au minimum 19 minutes par match, et personne ne dépasse les 32, même pas Donovan Mitchell. Les cadres sont ainsi préservés, et les role-players se sentent totalement impliqués. Et ce que j'aime particulièrement chez Atkinson, c'est qu'il ne cherche pas la facilité en gérant ses rotations de façon binaire, en mode first unit, second unit. Non, il n'a aucun mal à séparer les duos Mitchell-Garland et Allen-Mobley, afin d'avoir systématiquement sur le terrain un arrière et un intérieur star. Même si ces joueurs, on l'a dit, se complètent très bien, ces choix font que sur les 48 minutes de la durée d'un match en NBA, l'équipe ne perd quasiment jamais en intensité.
d'intensité. Mais surtout, je pense, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en arrivant dans l'Ohio, Atkinson a su apporter sa patte dans cette équipe. C'est grâce à sa philosophie que la team joue vite, qu'elle exploite les coupes et les transitions, et surtout c'est grâce à lui qu'offensivement, Mitchell a moins de pression, vu comment, dans ses systèmes, des joueurs comme Mobley et Garland sont eux aussi fréquemment mis en avant. Les progrès offensifs de Mobley cette saison sont en grande partie dus à comment Atkinson arrive à le mettre en lumière, j'en suis certain. J'aime que ces systèmes se basent sur un collectif bien huilé, plutôt que sur les exploits et les qualités individuelles de ses joueurs. Aujourd'hui, il est le favori incontestable pour le trophée de coach de l'année, et il suffit de regarder les résultats de son équipe pour comprendre pourquoi. Du coup, si l'on fait un premier bilan, tout est rose en ce moment pour la franchise de Cleveland. Nous avons des duos extérieurs comme intérieurs qui fonctionnent, des joueurs de complément qui jouent leur rôle à la perfection, une alchimie qui semble au top, un coach qui a su directement gagner la confiance de son vestiaire, une attaque super bien huilée, et une défense qui, même si elle est perfectible, fait plutôt pas mal le taf globalement. Forcément, le public adore ça, et ça aussi, ça porte l'équipe. Dans l'Ohio, dans les tribunes, on retrouve l'ambiance époque LeBron James. Les fans apportent énormément d'énergie aux joueurs lorsqu'ils évoluent à domicile, et comme l'explique Jarrett Allen, sentir que toute la ville a adopté le groupe, ça donne une énergie nouvelle à l'équipe. Quand toute la franchise et tous les fans sont en totale communion, souvent ça apporte de très belles choses sur le terrain, et c'est exactement ce qu'il est en train de se passer en ce moment à Cleveland. Bref, vous le sentez bien, même si le plus difficile sera de confirmer sur la durée, sur ce début de campagne, je n'ai que du positif ou quasiment à dire sur cette équipe des Cavaliers. Le groupe est solide, bien coaché, soutenu par les fans, et il est logique maintenant que cette franchise ait des ambitions pour cette saison. Forcément, aucun joueur ne dira le contraire, le titre NBA est en ligne de mire, mais la question mérite d'être posée. Est-ce que les Cavaliers 2024-2025 ont réellement les épaules pour aller au bout? Sur le papier, au vu de leur bilan actuel, on pourrait très vite être tenté de dire que oui, sans problème, sauf que, au sein de leur propre conférence, ils auront un obstacle de taille à franchir, les Boston Celtics. Pour moi, la confrontation entre les deux teams en NBA Cup, seule défaite de la team au moment où j'écris ces lignes, a été révélatrice de pas mal de choses. Ce match, qui était attendu comme un test grandeur nature, n'a pas seulement permis de mesurer le niveau de Cleveland, il a aussi rappelé pourquoi Boston reste l'équipe à abattre à l'heure actuelle en NBA. Et ouais, forcément, avec les Celtics, on parle des champions en titre. Et ce jour-là, les hommes en vert ont bien sûr rappelé qui ils étaient, et quel était leur statut. En effet, dès la première mi-temps, grâce à une adresse impressionnante à longue distance, les Six ont su imprimer leur rythme. 14 sur 22 à 3 points à la pause, un véritable feu d'artifice. Chaque erreur défensive, les hommes de Kenny Atkinson l'a payé cash, et au bout de 24 minutes, ils rentraient au vestiaire avec déjà 17 points de retard dans la musette. Malgré une belle remontada dans le troisième quart de la part des Cavs, Boston a toujours su trouver les ressources nécessaires pour gérer son avance. Et ce qui m'a particulièrement frappé ce soir-là, ça a été la manière des Celtics d'aborder ce match-là. Même privés de Kristaps Porzingis toujours blessé, ils ont joué comme une équipe qui savait parfaitement ce qu'elle faisait, qui savait parfaitement où elle allait. Chaque action était gérée de manière méthodique, chaque décision semblait réfléchie, comme si dès qu'elle le voulait, cette team était capable d'accélérer et d'activer le mode playoff. Si Jason Tatum s'est montré au four et au moulin, il l'a une nouvelle fois été merveilleusement accompagné par ses coéquipiers. Pourtant, Jaylen Brown n'a pas forcément réalisé un match de grande classe, mais à ses côtés, Derrick White, Al Horford et même Peyton Pritchard ont tous su briller et ont permis au collectif de fonctionner parfaitement. À l'opposé, les Cavs, bien que talentueux, ont montré des failles qui pourraient leur coûter cher à l'avenir. Défensivement, on l'a dit plus tôt, ils ont trop souvent laissé les Celtics dicter le jeu, notamment au périmètre. Même si la rencontre ne s'est terminée que sur un écart de 3 petits points, la différence de discipline entre les deux teams s'est montrée flagrante ce jour-là. Donovan Mitchell, auteur de 35 points et leader évident de son équipe, a tout tenté pour inverser la tendance, marquant même 18 points dans le dernier quart, mais à lui seul, il ne pouvait pas compenser les lacunes collectives de sa team. Darius Garland, si brillant ces dernières semaines, est complètement passé à côté, et lors de ce duel, malgré les apparences, il y avait clairement une classe d'écart entre les deux collectifs. Ce qui fait la diff à Boston aujourd'hui, c'est la capacité des joueurs des Celtics à gérer les moments clés. Ils n'ont pas seulement remporté ce match au sommet, ils ont également envoyé un message clair à toute la ligue. Oui, les Cavs sont en tête du classement NBA à l'heure actuelle, mais le trône appartient toujours aux Boston Celtics. Commencer la saison par 15 wins, c'est excellentissime, mais comme l'a également souligné Donovan Mitchell, ce n'est pas à la mi-novembre qu'on donne le titre NBA. Alors revenons à ma question du jour, les Cavaliers ont-ils une véritable chance d'aller au bout cette saison et de soulever le trophée Larry O'Brien en juin prochain? Au vu du début de saison tonitruant de l'équipe, il est totalement légitime de se poser cette question. Parce que ouais, soyons clairs, dire qu'ils n'ont aucune chance serait malhonnête, tant les progrès sont réels, et la marge de progression bien existante. Pour s'en convaincre, il suffit de voir comment l'équipe est allée chercher des succès de taille en ce début de saison, comme par exemple face aux Knicks ou face aux Lakers. Ces matchs ont prouvé que les Cavaliers pouvaient rivaliser avec des équipes solides, et surtout qu'ils étaient capables de maintenir leur cohésion même face à des adversaires plus expérimentés. Kenny Atkinson, lui, en tant que coach, a su instaurer un esprit collectif, notamment en attaque, qui se ressent dans chaque possession, et ça c'est une vraie force. Alors qu'en début de saison, je pensais que le roster n'avait pas suffisamment bougé pendant l'été pour véritablement changer de statut, force est de constater que j'ai vraiment eu tort. Quand une
équipe est à la fois talentueuse et connectée, elle peut réellement accomplir de grandes choses dans cette ligue. Cependant, je n'ai pas le choix que de nuancer un minimum ces constats pourtant hyper positifs. Le calendrier des Cavaliers, jusque-là relativement favorable, ne peut pas être ignoré, et maintenir ce niveau d'intensité sur toute la saison représentera un challenge énorme. Des blessures ou des moments difficiles auront forcément lieu, et pourraient mettre la cohésion de l'équipe à rude épreuve. Ouais, quoi qu'on en dise, avec le changement de philosophie de jeu inculqué par Kenny Atkinson, ces Cavaliers sont encore une équipe en construction. Cependant, même si de toute évidence ça implique certaines limites, c'est également fascinant. Ce groupe est encore en pleine phase d'expérimentation, et la plupart des éléments apprennent actuellement à réinventer leur manière de jouer. Ce qu'ils montrent aujourd'hui, c'est une vision de ce qu'ils pourraient devenir, mais sont-ils déjà prêts pour le trône? Là, c'est moins sûr. Sur le terrain, les Celtics semblent être en cruise control. Ils ont beau choisir leur match et ne pas être au complet, ils dégagent une maîtrise et une facilité dans les rencontres importantes qui les placent encore un cran au-dessus, selon moi. Là où les Cavaliers séduisent par leur potentiel et leur enthousiasme, les Celtics m'impressionnent encore plus par leur expérience et leur constance. Voilà pourquoi aujourd'hui, prétendre que Cleveland est favori, malgré les très bons résultats de l'équipe, me semble totalement exagéré. Alors quand on sait ça, quelles attentes décentes peut-on vraiment avoir pour ces Cavaliers? Jarrett Allen l'a bien résumé, atteindre les finales de conférence est un objectif légitime. Ensuite, tout sera possible. Le banc est profond, le 5 majeur performant, et avec une régularité suffisante, cette équipe peut aller loin. Mais pour prétendre à la couronne, il leur faudra franchir un cap, améliorer la défense au périmètre et surtout prouver que sur une série en 7 matchs, Kenny Atkinson et son collectif seront capables de rivaliser avec les meilleurs teams de la NBA. Le 15-0 du début de saison ne vaudra plus rien au moment des playoffs, et même si cette team mérite amplement d'être félicitée pour ça, elle a encore tout à prouver. Alors pour finir cette vidéo, les Cavaliers ont une chance, une vraie pour cette saison. Les bases que l'équipe a posées en ce début de campagne permettent un optimisme réel. Cependant, à ce jour, du moins à mes yeux, ce n'est pas Cleveland, mais Boston qui reste l'équipe à abattre dans la grande ligue. Par contre, la bonne nouvelle pour les Cavaliers, c'est qu'il leur reste encore 6 mois pour combler le gap qui existe. Le chemin sera long, c'est sûr, une part de chance sera nécessaire aussi, comme à chaque fois, mais le potentiel est là, c'est certain. Et rien que ça, c'est largement suffisant pour permettre aux fans de l'Ohio de rêver en grand. Et ils auraient tort de se priver, croyez-moi. Vous en pensez quoi, vous, de votre côté? Est-ce que vous êtes ok avec tous ces constats? Quelle conclusion tirez-vous de ce départ canon de la troupe de Kenny Atkinson? Et surtout, quel pronostic faites-vous pour les Cavaliers d'ici la fin de saison? Bien sûr, nous n'en sommes qu'à un quart de cette campagne, même pas, et c'est bientôt pour se mouiller. Pourtant, j'ai quand même hâte de connaître vos avis. Du coup, lâchez-vous, la section commentaires est là pour ça, et comme d'hab, je ne manquerai pas de laisser des likes aux messages que je trouve les plus intéressants. Donc je compte sur vous, je suis plus que jamais ouvert au débat sur cette analyse. Faites chauffer vos claviers, la team.